Mesdames et messieurs, cher public, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de la conférence donnée par Assia Garbinato, alumna de l'EPFL et directrice digitale et innovation à la Romande Énergie, un partenaire proche de l'EPFL et acteur engagé de la transition écologique. Assia nous fait l'honneur de venir aujourd'hui à l'EPFL, là où elle a obtenu son PhD en informatique en 2000, sous la direction du professeur Rachid Guerraoui. Elle était également avec nous en octobre dernier, sur la scène, lors de la magistrale, où nous lui avons décerné le prestigieux Alumni Award en reconnaissance à son parcours remarquable. Assia est également intervenue à de nombreuses reprises dans le cadre d'événements du Club Femmes EPFL Alumni sur la thématique de l'égalité des genres, une cause qu'elle défend avec ferveur et pragmatisme. Bien plus qu'une experte en intelligence artificielle, Assia est une personnalité, une femme accomplie qui apporte de la profondeur et une approche résolument humaine dans tout ce qu'elle entreprend. C'est d'ailleurs le sujet qu'elle a choisi d'aborder ce soir, car pour elle, il ne peut y avoir d'innovation, de transformation technologique et d'impact sans une approche centrée sur l'humain et sur le leadership. Avant de découvrir ce sujet passionnant, je vais passer la parole au professeur Guerraoui, Rachid, qui dirige le laboratoire de calcul distribué à l'EPFL pour introduire notre hôte d'honneur. La conférence sera ensuite suivie d'une discussion et d'une séance de questions-réponses avec le professeur Rachid Guerraoui et suivie d'un apéritif. Bonne soirée. Bonjour, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Présidente, bienvenue à cette conférence. Pas encore, quand même. Bienvenue à cette conférence. C'est un immense plaisir pour moi que de présenter Assia Garbinato, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir nous faire une conférence sur son travail. Vous le savez peut-être, 50% des entreprises suisses sont sujettes à des cyberattaques tous les jours. Et pas mal de ces entreprises, malheureusement, mettent la clé sous la porte après quelques mois à la suite de ces attaques. La cybersécurité est un problème très très important et il se trouve que Assia a travaillé sur ce sujet il y a 20 ans. Donc si vous voulez savoir comment défendre votre entreprise, lisez sa thèse de doctorat, elle est disponible sur le site web de l'EPFL. C'est une thèse extrêmement bien écrite où elle traite de sujets qui sont aujourd'hui très à la mode. Alors après sa thèse de doctorat à l'EPFL, elle a travaillé chez Kudelski, puis ensuite à la Vaudoise, où elle a été nommée Head of Digital and Innovation. Donc c'était le temps où les données commençaient à être considérées comme très importantes. On lui a confié la tâche de, quelque part, abstraire ces données, les utiliser à bon escient. Quelques années plus tard, elle a été recrutée par la Romande Énergie, où elle est devenue membre du conseil de direction, si je ne me trompe, c'est juste. Et elle traite des deux sujets les plus, disons, chauds du moment, la transition énergétique et la digitalisation. Et comme elle rajoute un aspect humain sur le sujet, je pense qu'on va avoir droit à 20 minutes où on traitera des problèmes les plus importants de la décennie. Pas trop de pression, ça va ? Très bien. Donc je lui donne la parole. Si vous avez des questions, je vous propose de les garder pour la fin. Il y aura un moment pour les questions. Vous pourrez toujours en poser aussi pendant l'apéritif, mais si vous avez des questions, il y aura des micros, vous pourrez les poser. Merci Rachid. Je vais essayer de ne pas vous décevoir après tout ce que vous venez d'entendre. Alors tout d'abord, moi j'aimerais dire que ce prix, pour moi, c'est un prix qui symboliquement est un prix que je transmets à toutes les personnes qui, comme moi, sont venues de pays
pas évident, dans des situations un peu compliquées, et pour qui venir à l'EPFL, avoir un diplôme de l'EPFL, était une chose totalement inaccessible. Donc j'aimerais transmettre ce prix à toutes ces personnes, et il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde, et j'aimerais leur dire que l'université, une institution aussi belle que l'EPFL, oui, c'est fait pour de l'innovation, oui, c'est fait pour avoir un magnifique ranking, mais c'est aussi fait pour une cause humaniste qui est que ça permet à des gens de transformer leur vie et d'avoir d'autres possibles dans lesquels ils se réalisent, et c'était mon cas. Alors moi, pour me présenter, j'aime bien me présenter par la première chose qui me définit, c'est-à-dire que je suis mère de 3 enfants. C'est pas rien d'avoir une carrière et d'être mère de 3 enfants, parce que souvent c'est un des critères qui fait que beaucoup de femmes arrêtent leur carrière. C'est clair que pour faire ça, il faut être 2. Il faut aussi avoir un partenaire qui vous soutient. J'ai eu la chance de faire le bon choix. Et par ailleurs, j'ai toujours considéré qu'être mère, c'est quelque chose qui me rend un meilleur leader. Et être leader, c'est quelque chose qui me rend une meilleure mère. Parce que ces 2 mondes, je ne les cloisonne pas. Donc quand je fais des séminaires ou des cours sur le leadership, je rentre chez moi. Alors des fois, mes enfants se moquent un peu de moi, mais je rentre chez moi avec voilà, la culture du feedback. Donc j'en prends plein la figure pendant le repas. Mais voilà, je me dis, c'est la culture du feedback. Tu dois apprendre à avoir une posture basse et te dire que tu peux aussi apprendre de ton enfant. Et quand je fais un entretien pour un jeune qui vient postuler dans mon entreprise, je me dis, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être ma fille, et quel genre d'entreprise je veux laisser derrière moi. Donc voilà, donc les 2 mondes communiquent ensemble dans mon esprit en permanence. Voilà, sinon, mon autre fierté, c'est que je suis ingénieure en informatique. Donc c'est ma plus grande fierté, je dirais même plus que d'être directrice, parce que j'aime ce métier, j'aime le métier d'ingénieur, c'est un métier que j'ai choisi pas par défaut, c'est vraiment un métier que j'ai choisi parce que j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup le design, et puis c'est quelque chose que j'ai jamais regretté d'avoir fait. Et donc j'ai obtenu effectivement un doctorat par la suite à l'EPFL. Et aujourd'hui, je suis Head of Digital and Innovation à Romande Énergie. Et le sujet de mon talk aujourd'hui, c'est de parler de finalement 3 choses que j'aime beaucoup. La thématique sur laquelle je travaille, qui est la transition écologique, qui est vraiment un sujet que je trouve passionnant, que j'ai découvert depuis 4 ans, mais que je trouve vraiment passionnant. Et pour moi, c'est comment on fait dans un sujet comme ça, qui est vraiment passionnant, qui est un vrai défi, qui est un vrai challenge pour l'humanité, pas que pour Romande Énergie, qui est vraiment un challenge pour l'humanité. Puis comment on fait pour tirer le meilleur de l'humain, le meilleur de la technologie, pour se mettre au service de ce défi. Alors, je ne pouvais pas faire cette présentation sans faire un petit flashback sur mon parcours à l'EPFL. Et je voulais m'arrêter sur, si je ferme les yeux et que je repense à ces années que j'ai passées à l'EPFL, c'est quoi les souvenirs flash qui me reviennent? Le premier souvenir flash qui me revient, c'est un endroit extrêmement lumineux. Alors, je ne sais pas si c'est contraste, je quittais l'Algérie, c'était les années noires, terrorisme, etc. J'ai vraiment l'impression d'être arrivée dans un endroit qui était merveilleusement beau, de par l'emplacement, de par la lumière, les bâtiments, les moyens, tout me paraissait juste incroyable, juste vraiment incroyable. Il faut dire aussi que cette lumière, elle est aussi écrasante. Donc pour moi, ça a vraiment généré un très fort syndrome de l'imposteur, en me disant, mais je suis une anomalie dans l'histoire. Je fais quoi, moi, ici? C'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Enfin, voilà, je vais me réveiller, c'est pas possible. Et j'ai dû vivre avec ce syndrome de l'imposteur de manière, on va dire, plus ou moins réussie. Et ça a donné quand même un parcours qui n'était pas facile, qui était même assez difficile. Mais je me suis rendu compte après coup, c'était pas peut-être tout de suite, mais je me suis rendu compte après coup qu'en fait, le fait d'avoir grandi en Algérie dans une période qui était vraiment très difficile,
En fait, vous avez un algorithme en vous. Vous savez, souvent dans la vie, on vous dit toujours, quand vous avez un bon psy, vous dit toujours, dans la vie, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Mais en fait, moi, quand j'ai commencé, mon algorithme, il disait, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas A ou B, il n'y a que A. Et en fait, ça m'a donné une force. Ça m'a vraiment donné une force. Et je me souviens que j'ai traversé cette période avec finalement beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Puis je me suis dit, je vais aller au bout. Et le dernier point qui va faire certainement plaisir à Rachid, qui est que j'étais dans un laboratoire où on faisait beaucoup d'informatique plus abstraite et on parlait beaucoup d'abstraction. Et dans le laboratoire où j'étais, dans les équipes dans lesquelles j'avais travaillé, c'était très mal vu d'arriver avec une implémentation. Parce que là, c'était presque un peu... on met les mains dans le cambouis et puis on skip l'étape, le noble, qui est l'étape de la définition du problème. En fait, la jouissance intellectuelle, c'est définir un problème. Après, l'étape numéro 2, c'est définir les propriétés de la solution. Ça, c'est beau, ça, c'est noble intellectuellement. L'implémentation, c'est les autres, c'est l'industrie. C'était un petit peu comme ça. Et voilà, j'ai absorbé comme j'ai absorbé. Et en fait, quand je suis allée dans l'industrie, en fait, j'ai réalisé que dans l'industrie, tout le monde parle que d'implémentation. Et en fait, vous avez des discussions où les gens ils parlent que de solutions. En fait, ils sont autour de la table, tout le monde parle de solutions. Alors lui, il a la solution A, l'autre, il a la solution B, l'autre, il a la solution C. En plus, généralement, ils sont tous amoureux de leur solution. Et en fait, ils ne s'écoutent pas, ils ne s'entendent pas, et puis ça parle de solutions. Et en fait, le fait d'avoir fait une thèse, ça m'a donné ce pas de recul, de dire, non mais attendez, c'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre. Et ça peut vous paraître anecdotique, mais ça m'a donné une longueur d'avance, c'est-à-dire une capacité de synthèse, une capacité d'abstraction, une capacité de prendre du recul, de dire c'est quoi le problème, c'est quoi la solution en termes de propriété, et c'est quoi après l'implémentation. Et le fait de séquencer ça, ça fait que ce qui est un plat de spaghettis devient quelque chose, un menu, avec une entrée, un plat principal et un dessert, là où, en fait, c'était un peu la mélasse. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment les 4 choses qui me sont restées de mon séjour à l'EPFL. Voilà, donc, comme je vous ai dit, j'ai vraiment trouvé le goût au problème. Et ma carrière, ça a été une suite d'endroits où j'ai trouvé des problèmes à résoudre. Donc, je n'ai pas fait une carrière pour augmenter mon salaire, je n'ai pas fait une carrière pour chercher des titres, je n'ai jamais fait ça. Donc en fait, ma carrière, c'est je vais dans un endroit où il y a un problème intéressant à régler. Et le dernier problème intéressant que j'ai trouvé à régler, c'était, pas à régler, disons, je me suis intéressée déjà au problème, c'est la transition écologique. Donc il faut savoir que quand j'étais dans ce moment où je changeais, j'avais décidé de changer de domaine d'activité. J'oscillais entre trois domaines, on va dire. L'académique, j'avais eu une proposition pour revenir dans le monde académique, le domaine médical et puis l'écologie. Et puis je dois être honnête avec vous, au risque d'heurter mes ex-collègues de l'EPFL, l'académique et le milieu médical, ça m'a un peu fait peur. Je me suis dit, il y a un petit peu trop d'ego pour moi. Ça va être difficile. Moi, j'ai besoin des milieux où il y a de l'apprentissage, il y a de l'humilité, il y a de l'apprentissage. Et je suis revenue vers le milieu de l'industrie. Alors, le problème de la transition écologique, c'est quoi ? L'équation, elle est très simple. C'est un problème d'émissions de CO2. On émet beaucoup trop de CO2 et on est à l'origine du réchauffement climatique. Et donc, c'est un problème d'énergie. Donc, nous consommons une énergie qui est malheureusement très, très, très fortement carbonée. Et 80% de notre consommation, c'est du fossile. Et l'offre électrique est beaucoup plus basse que ce qu'on est en capacité de fournir. Donc, le problème, quelque part, j'ai presque envie de vous dire, il est relativement simple. La solution,
les propriétés de la solution, si on doit trouver demain une solution, les propriétés de la solution, j'ai envie de vous dire, il y a deux grandes propriétés. La première propriété, c'est la sobriété. Il faut que notre société aille vers quelque chose de plus sobre dans notre comportement, dans notre consommation, dans notre habitat, dans notre économie qui doit devenir une économie plus circulaire. Il y a quelque chose à réinventer dans l'architecture des maisons, dans les matériaux qu'on utilise. La sobriété sera clé, vous allez le voir dans un slide que je vais vous montrer. Il n'y aura pas d'alternative. Hier, j'étais dans un comité pour les HES. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit un des participants. Il a dit on n'est pas dans une transition, on n'est pas dans une transformation, on va être dans un bouleversement lié à la transition climatique. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne va pas vouloir faire de manière douce, nous, ou la génération qui va nous suivre, va devoir le faire dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis, la deuxième propriété de la solution, c'est qu'on va devoir générer de l'énergie qui est renouvelable par tous les moyens, des éoliennes, des parcs solaires, de l'hydrogène. Donc, on va devoir créer des alternatives aux fossiles. Et bien sûr, toute cette énergie va devoir être gérée avec intelligence. Donc, cette énergie qui, jusqu'à présent, était quelque chose... on ne se pose pas trop la question, on allume notre interrupteur, il y a de l'électricité qui arrive, d'où elle arrive, enfin, c'est pas un problème. Et bien ça va être plus compliqué à partir de maintenant. On va devoir gérer ça de manière plus précieuse. Alors, je voulais partager avec vous une petite statistique de l'OFEN qui est très intéressante. Ce que vous voyez là, c'est en 2020, notre consommation, donc là on parle juste de la Suisse, notre consommation en électricité est estimée à 60 Tera. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la Grande Dixence. Grande Dixence, grand barrage quand même emblématique en Suisse. On a mis 8 ans pour le construire. Une bonne année de la Grande Dixence, c'est 2,5 Tera. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Les estimations disent que d'ici 2050, nous allons consommer 90 Tera. Donc nous allons doubler notre consommation. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que le souverain a voté pour une loi pour sortir du nucléaire. Donc, notre consommation nucléaire, elle est à peu près de plus de 20 Tera. Donc, quelque part, la Suisse, d'ici 2050, entre la consommation qui augmente de 30 Tera, le nucléaire qui quitte le champ des possibles, ça va faire 50 Tera, donc plus de 20 grandes Dixences à trouver, ou l'équivalent de 20 grandes Dixences. Quand vous savez qu'actuellement, il y a 14 projets sur lesquels on réfléchit au niveau de la Confédération autour des barrages, 14 ou 12, je ne sais plus, mais sur la dizaine, on va dire, 9, c'est juste des rehaussements et il n'y a qu'un seul projet réellement de barrage. Donc les 20 grandes Dixences n'existent pas. Un deuxième slide que je voulais vous montrer, que je trouve aussi à titre personnel très intéressant et très formateur, ça c'est la courbe des prix de l'énergie. Ce que vous pouvez observer ici, c'est que depuis 2006, mais je pense que ça remonte même à avant, c'est un encéphalogramme plat. Le prix de l'énergie, c'est quelque chose qui est très calme, c'est une eau calme qui glisse comme ça. Pourquoi ? Parce que personne ne s'est jamais posé la question, est-ce que cette énergie, elle est rare, elle n'est pas rare, et puis elle était objectivement pas rare. Alors ça fait des petits soubresauts comme ça, mais ça reste quand même globalement très calme. Et regardez ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. Vous commencez à avoir des secousses, mais des secousses qui sont assez violentes, qui sont liées à la guerre en Ukraine, l'insécurité sur le gaz russe, et à ça se rajoute la corrosion des parcs nucléaires en France. Et là, tout d'un coup, vous avez un phénomène qui se produit. Vous passez de 21 € le mégawatt à près de 1 000 €. Il faut bien vous rendre compte que cette chose qui était incolore, indolore, que personne ne se préoccupait, qui était cette énergie, tout d'un coup
ça devient potentiellement un problème systémique dans votre société. C'est-à-dire que votre boulanger, son business pourrait ne plus tourner à cause des factures d'électricité. Vous allez avoir des entreprises qui vont se délocaliser. Donc moi, j'ai assisté à des séances avec des entreprises qui disaient bah, écoutez, c'est simple, le prix de l'énergie, il ne baisse pas, nous, on part aux US. C'est aussi simple que ça. On est à Y Park, ça ne baisse pas. L'année prochaine, la société mère, elle rapatrie parce que les chaînes de production ne peuvent plus tourner, parce qu'avec les tarifs de l'énergie, ce n'est pas possible. Alors ça dit quoi d'un point de vue plus méta? Vous êtes face à un phénomène auquel ont été face d'autres entreprises dans le digital, c'est-à-dire que vous êtes face à un début de disruption. Vous êtes face à quelque chose, c'est-à-dire que votre industrie était calme, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a des signaux faibles que vous ne captez pas, et votre industrie s'affole, et là, ça commence à devenir darwinien. Alors en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, la chaîne de création de valeur de l'énergie, c'était une chaîne qui était unidirectionnelle. Donc vous produisez, vous achetez, vous acheminez, vous distribuez, vous livrez, vous donnez une facture. Et puis cette chaîne, tout d'un coup, chaque maillon de la chaîne, il est mis sous pression. Donc, vous êtes client, aujourd'hui, vous n'êtes plus juste client, vous êtes et client et producteur. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un des gros problèmes qu'a le réseau, c'est tous les panneaux solaires qui sont déployés partout en Suisse. Parce qu'il faut savoir que le réseau, c'est comme une canalisation d'eau, donc c'est un tuyau, c'est un tube en cuivre qui a été dimensionné par des ingénieurs en électricité, qui l'ont dimensionné pour une certaine capacité. Généralement, il est dimensionné pour ce qu'ils appellent le worst case. Mais là, tout d'un coup, vous n'êtes plus en capacité de dire c'est quoi le worst case. Parce que si tout le monde commence à midi, si tout le monde à midi a des panneaux solaires, qu'il fait grand beau et que tout le monde refoule sur le réseau, vous pouvez avoir un phénomène où vous faites tomber le réseau parce que le réseau est déséquilibré. Donc voilà. Et à ça, bien sûr, se rajoutent plein de facteurs, bien sûr, la situation géopolitique et puis la loi. Donc il faut savoir qu'il y a une loi qui va passer, que nous, à Romans d'énergie, nous soutenons, qui est la loi du Monterlas. Mais il faut savoir que cette loi, elle va mettre une sacrée pression sur des entreprises comme les nôtres. Parce que dans cette loi-là, on veut tout faire pour que le citoyen puisse être autosuffisant, mais pas que le citoyen, des quartiers. Donc à partir du moment que vous allez avoir des quartiers qui vont s'organiser en microgrid, ça veut dire que toute la logique et tout le digital qu'il va y avoir derrière, ça n'aura plus rien à voir. On est dans une autre complexité technologique. Voilà, donc ça c'est le problème. Et là j'ai envie de faire un arrêt sur image sur deux éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est la transformation digitale. Comment la transformation digitale, qu'est-ce qu'elle peut apporter finalement à ce problème-là? Alors pour moi, déjà, une définition que j'aime beaucoup sur la transformation digitale, c'est celle-là. Parce que pour beaucoup d'entreprises, alors bien sûr, ici on est à l'EPFL, on est dans un environnement scientifique, on lit beaucoup d'articles, on lit beaucoup de bouquins, mais après il faut voir ce qui se passe dans l'économie. Donc, ce qui se passe quand vous quittez le PFL. Quand vous quittez le PFL, dans beaucoup d'entreprises, la transformation digitale, c'est vous installer un CRM, vous installez un ERP, vous changez le système de facturation. Ça n'a rien à voir. La réalité des PME n'a rien à voir. Or, la transformation digitale, c'est quoi? C'est je comprends suffisamment bien la technologie pour l'utiliser dans mon domaine, pour transformer mon métier. C'est exactement ce qu'a fait typiquement un Airbnb. Airbnb, le produit final que vous consommez, ce n'est pas un produit digital. Quand vous allez à Majorque et que vous rentrez dans votre appartement que vous avez loué avec votre famille, vous n'avez rien consommé de digital. Par contre, le métier qui est derrière, qui est le métier de location, etc., a été bouleversé digitalement. Et c'est ça une transformation digitale. Transformation digitale, c'est que j'ai des gens autour de moi
qui ont suffisamment compris c'est quoi l'IA génératif, c'est quoi un bon soft, c'est quoi la technologie informatique, ils l'ont suffisamment bien comprise pour après faire des associations avec leurs défis métiers et transformer leur métier. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, qu'est-ce que ça touche dans l'énergie? Ça touche tout aujourd'hui, la transformation digitale dans l'énergie. Parce que vous aviez un client passif, vous ne l'avez plus, vous n'avez plus de client passif. Aujourd'hui, votre client, il est plus passif, c'est quelqu'un qui produit de l'énergie, c'est quelqu'un qui est potentiellement écologiste, donc il est très soucieux de son impact carbone, il veut savoir ce qu'il consomme, il veut savoir d'où vient l'énergie. Donc cette histoire que le client est complètement désintéressé de la thématique de l'énergie, c'est faux. Vous avez de l'intelligence qui commence à se constituer autour des maisons, donc ce qu'on appelle les smart homes. Donc vous avez des maisons qui commencent à être des maisons décarbonées, dans lesquelles vous avez du photovoltaïque, dans lesquelles vous avez une pompe à chaleur, dans laquelle vous allez aussi vouloir avoir une batterie. Vous allez vouloir savoir comment l'énergie est gérée à l'intérieur de votre maison. Vous allez vouloir gérer votre facture. Si vous avez fait un gros investissement, vous produisez beaucoup d'énergie, vous allez vouloir peut-être vendre aussi votre énergie à un prix qui est intéressant. Donc vous n'êtes plus un client passif, vous n'habitez plus dans une maison passive énergétiquement, vous n'êtes plus dans des villes passives, donc vous êtes dans ce qu'on appelle des smart cities, et vous habitez dans un monde où l'énergie est globalement un souci qui doit être géré aussi au niveau du territoire. Donc vous voyez que ce terme smart, il revient partout. Il est dans la smart ville, dans la smart home, dans le smart metering. Il y a du smart partout. Donc ce que vous devez comprendre derrière ce terme smart, c'est tout simplement du digital. Alors, quelques indicateurs clés pour étayer un peu mon propos. Il y a plus de 95%. Alors, c'est tiré d'une étude qui a été faite, 2 études qui ont été faites dans le cadre des GRD, donc c'est les gestionnaires de distribution d'électricité dans toute l'Europe. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a plus de 95% des exécutifs qui considèrent que, par exemple, l'IA génératif, c'est dans leur top priorité. Ce que vous observez aussi, c'est que 60% des compagnies ont déjà mis en place ou se sont intéressées à tout ce qui est comptage intelligent de l'énergie. Et vous avez plus de 50% des compagnies qui ont committé qu'il y a un commitment qu'il n'y aura pas de durabilité s'il n'y a pas une stratégie digitale pour accompagner ça. Ce qui mitige un tout petit peu ces indicateurs, c'est les indicateurs que j'ai mis en bas, c'est que plus de 80% de ces compagnies ne savent pas encore comment injecter du digital dans leur chaîne de valeur. Donc oui, il y a une prise de conscience, oui, je sais que, mais concrètement, dans ma chaîne de valeur, qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est un peu plus compliqué. 66% de ces compagnies n'ont pas une stratégie RH claire pour soutenir des personnes comme moi, et des directions qui ont besoin de se transformer digitalement. Et puis 47% de ces compagnies ne comprennent pas encore quels sont le type de skills digital dont ils ont besoin. En fait, ils ne savent pas. Pour eux, je vais engager un informaticien. Mais quel informaticien? Quel type d'informaticien? Pour quel type de sujet? L'informatique, ce n'est pas un métier, c'est des métiers. Ça, c'est d'autres exemples un tout petit peu plus concrets. Donc là, vous avez par exemple la Deutsche Beinhahn qui est arrivée à faire une réduction de 25% de ses coûts grâce à de la maintenance prédictive, ou Enel qui a endigué un problème de fraude, ou une autre compagnie qui a réduit l'utilisation des pesticides grâce à une utilisation de reconnaissance d'image. Donc, en fait, ils giclent les pesticides de manière extrêmement ciblée. Et donc, ils ont diminué de 90%, ce qui est quand même pas rien, le taux de pesticides qui était injecté dans les champs. Là, j'arrive à l'avant-dernière partie de ma présentation. Alors, quand je vous ai dit tout ça,
Je vous raconte tout ça. Donc, je pense que vous allez dire, ouais, mais c'est... Voilà, ça fait son poids, c'est clair. Et puis, vous pouvez dire que quelqu'un comme moi, il déroule une présentation comme ça, il arrive dans une société, il déroule une présentation comme ça, on me donne du budget, on me donne de l'argent, et puis voilà. C'est bon. Bah, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi ? Parce que pour faire une transformation digitale, pour résoudre des problèmes aussi compliqués, vous avez besoin d'une culture particulière. Et cette culture particulière, vous ne la trouvez pas n'importe où. Je ne peux pas aller dans une société qui est très plomb-plomb, qui est très, avec plein de sachants, plein d'experts ou plein de gens qui ont plein d'habitudes, et je leur dis, voilà, on fait une transformation digitale. Vous pouvez me donner 100 millions, vous pouvez me donner 200 millions, vous pouvez me donner 300 millions, je suis vouée à l'échec. Donc, quand je parle de culture et de leadership, je parle de quoi ? La première chose, vous devez avoir des leaders qui ont une vision très très forte. La vision. On revient à mon petit amour du départ, le problème avant la solution. Le pourquoi. Pourquoi on fait ça ? Parce que le risque quand vous avez des problèmes comme ça, c'est que vous allez arriver dans des séances et puis tout le monde court comme un poulet sans tête, tout le monde arrive avec un problème, tout le monde a des problèmes. Mais non, en fait, pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? C'est quoi le besoin ? C'est quoi le besoin du client ? Donc, vraiment questionner la vision, le pourquoi. Pourquoi on fait ça ? Oui, tu as ce sujet, mais pourquoi on fait ça ? Donc, vraiment, et ce n'est pas une question qui est si triviale que ça, parce que de mon expérience, l'humain est très vite dans la résolution. Donc c'est pour ça que je disais, le laboratoire par lequel je suis passée m'a quand même appris beaucoup de choses. Parce que je pense que le fait de dire ne va pas trop vite à l'implémentation, mais parce que c'est un réflexe, c'est rassurant d'aller vers la solution. Retiens-toi d'implémenter, réfléchis déjà, c'est quoi le problème. Et c'est ça la vision. La vision, c'est de poser quels sont les problèmes qu'on veut résoudre d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Une fois que vous avez posé une vision, que vous savez où est-ce que vous voulez aller, il y a quelque chose qui est clé. C'est les équipes que vous allez avoir. C'est l'équipe que vous allez avoir. Et ça, c'est clé. Ça peut être un killer ou ça peut être votre booster. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et qu'est-ce que j'entends par l'équipe ? C'est vraiment les valeurs qui vont être incarnées dans cette équipe. Et là, c'est quoi ces valeurs qui vont être fortes ? D'avoir des gens qui sont capables d'avoir du focus. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de nouveau avoir une équipe de poulets sans tête qui adresse 50 sujets en même temps. Ça, c'est pas bon du tout. La deuxième chose, c'est la culture du feedback. C'est vraiment mon gag sur ma famille, c'est pas une blague. C'est-à-dire que si vous avez peur du feedback, et le feedback c'est au sens large, ce n'est pas juste le feedback entre vous et votre collaborateur, c'est aussi le feedback par rapport au client. Vous avez une idée, vous la prototypez, vous allez très vite vers le client. C'est ça que tu veux. Et vous faites des itérations courtes avec votre marché, avec votre client. Donc si vous faites votre idée, que vous restez dans votre coin pendant 2 ans, vous avez investi 200 millions, et puis un beau jour vous allez vers le client, le client, il n'a jamais demandé ça. Donc la culture du feedback, donc le feedback en interne dans l'équipe, le feedback vis-à-vis du client, la curiosité. Donc généralement le feedback et la curiosité, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Vous ne pouvez pas être dans une culture du feedback si vous n'êtes pas curieux. Donc pour demander du feedback, vous devez être curieux, vous devez aller vers l'autre et lui dire « mais tu penses quoi ? Tu penses quoi de comment s'est passée la séance ? Pourquoi tu n'as pas parlé pendant la séance ?» Et puis, le courage. Je pense que c'est des choix qui demandent beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je pense qu'on ne se rend pas compte parce que vous faites des choix, des visions difficiles. Vous avez des visions, ambitieuses. Et vous prenez des risques. Vous prenez des risques d'être un peu ridiculisé, vous prenez des risques d'être découragé régulièrement et vous devez avoir du courage d'aller là. Vous prenez les risques de vous séparer de personnes dans vos équipes. Ce n'est pas évident parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas habituées à ça. Et ça me demande beaucoup de courage.
Et la dernière valeur pour moi qui est clé, c'est ce que j'appelle le commitment. Il n'y a rien de pire dans une équipe. Pour moi, je dis toujours, dans une équipe, on doit y avoir de la sécurité psychologique. On doit parler, on doit se contredire, on doit dire ce qu'on pense. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord, il y a un commitment qui doit être inviolable. C'est-à-dire, je ne dis pas on a décidé de faire ça, on se donne en time box, on va essayer, mais pendant la période qu'on essaye, moi, je refuse que dans mon équipe, j'ai des snipers. Parce que ça détruit le mental. On s'est mis d'accord sur une vision, on s'est mis d'accord sur un objectif, on est solidaire. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est que chemin faisant, en pleine difficulté, vous avez l'autre qui vous dit « Ah, mais moi je savais, hein. Mais moi je l'avais dit que ça ne marcherait pas. » Ça, c'est destructeur. Donc, donc vous avez votre vision, vous avez votre équipe. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas encore. Vous devez avoir une façon de travailler. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont été habituées à travailler dans un monde soit simple, soit compliqué. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas été habituées à travailler dans un monde complexe. Travailler dans un monde simple, c'est suivre la recette de cuisine. Travailler dans un monde compliqué, c'est avoir des experts, c'est l'aéronautique, la construction d'un barrage. Vous avez des experts qui déroulent quand même une spécification. Ça, c'est un monde compliqué. Le monde complexe, c'est autre chose. Le monde complexe, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais des hypothèses. Et là, vous devez reprendre quelque chose reprendre, c'est quelque chose qu'on apprend dans le milieu académique, mais qu'on méconnaît finalement dans le monde de l'entreprise. Vous devez presque avoir une démarche scientifique. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes équipes. Je leur dis, OK, tu as une idée, oublie jamais que c'est une idée et oublie jamais que c'est une hypothèse. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas valider ton hypothèse et tu vas la valider par des cycles courts. Donc, tu dois travailler de manière expérimentale. Donc, ce que tu vas faire, tu vas travailler de manière empirique. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fixes tes hypothèses, tu mets des points d'inspection. Donc, comme c'est un laboratoire, tu mets des points d'inspection réguliers pour voir ton expérience, elle marche pas. Il y a de la transparence, c'est pour ça que la sécurité psychologique est fondamentale, parce que si vous avez une équipe où il y a de la peur, vous n'aurez jamais de la transparence. Les gens ne vont pas vous remonter les choses parce qu'ils ont peur de vous. S'ils ne vous remontent pas les informations, ils vous coupent de capacité d'apprentissage. Donc, ce n'est pas les bisounours, hein. Tout ça, c'est du win-win et c'est dans l'intérêt du business. Avoir de la sécurité psychologique, c'est dans l'intérêt du business. Donc, vous devez avoir de la transparence pour adapter votre expérience. Et je me suis observée, j'ai pris les données qui me permettent d'assesser mon expérimentation, je m'adapte. Et je cycle comme ça. Et ça, pour les ingénieurs en informatique qui sont là, il y en a quelques-uns, c'est l'agilité. Alors, c'est vrai que l'agilité, c'est vraiment un terme qui est dénigré parce qu'on pense, beaucoup de gens pensent que c'est du blabla d'informaticiens. C'est ces petits informaticiens, ils ont fait une façon de travailler qui est rigolote. Mais c'est absolument pas ça. L'agilité, c'est pas une petite chose rigolote. C'est vraiment ce que je vous explique là. Donc, pour moi, l'agilité, c'est ramener la démarche scientifique dans l'environnement professionnel. Et tout ça, ça itère. Donc, vous apprenez ici, vous vous adaptez, vous remontez, vous redescendez. Et tout ça, c'est vivant. Donc, vous ne mettez pas ça de manière définitive. Voilà. Donc, j'en arrive gentiment à la fin de ma présentation. Et puis, je me demandais comment je voulais finir. Moi, j'aime bien finir par des choses qui m'inspirent. Et puis, je n'arrivais pas à faire le choix entre deux citations qui réellement m'inspirent et m'accompagnent. La première, c'est d'un psychologue suisse très connu, Jean Piaget. Et Jean Piaget, il a dit cette phrase, quand je l'avais lue, moi, elle m'avait beaucoup marqué, beaucoup accompagné. L'intelligence, ce n'est pas ce que vous faites quand vous savez. L'intelligence, c'est ce que vous faites quand vous ne savez pas. C'est ça le monde complexe. Face à un monde complexe, vous ne savez pas. Et comment vous faites quand vous ne savez pas? Et puis,
la dernière citation que j'aimerais partager avec vous, ça c'est un ami à moi qui me l'a fait découvrir, c'est le paradoxe de Stockdale. Alors le paradoxe de Stockdale, c'est un amiral, un vice-amiral américain qui a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam pendant 8 ans, qui a été torturé. Et quand il a été libéré, on lui a posé la question suivante, on lui a dit « Comment tu as fait pour tenir ?» Il leur a dit « Parce que j'avais un optimisme pragmatique ». Puis on leur a dit « C'est quoi l'optimisme pragmatique ?» Il leur a dit « L'optimisme pragmatique, c'est le contraire de l'optimisme naïf. L'optimisme naïf, c'est l'optimiste. Il croit que tout va aller bien. Et l'optimiste, tous les jours, il y a des difficultés. Donc au bout d'un moment, l'optimiste se décourage. Et l'optimiste pragmatique, il ne perd pas la foi dans sa cible. Il sait qu'il veut arriver là, ça le nourrit, ça le conduit. Par contre, il reste ancré dans la réalité. Donc il ne ferme pas les yeux face aux difficultés. Il est ancré dans le quotidien. Donc il accepte que c'est difficile. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que je reconnais beaucoup de ce que je vis. Donc moi, si je prends tous les jours mon quotidien et que je mets tous les jours les uns à côté des autres, je ne fais pas des conférences comme ça tous les jours. Je ne suis pas en mode inspirationnel tous les jours. Je veux dire, mon quotidien est fait d'énormément de difficultés. Donc mon ancrage quotidien, il est difficile. Il est fait aussi de choses bien évidemment inspirantes et sympas, mais il est fait de beaucoup de difficultés. Mais par contre, ce que j'essaye de ne pas oublier, c'est que la cible, elle m'inspire. Donc, que ça soit la cible à titre personnel, parce que tout ça, ça vous challenge et ça vous fait grandir en tant que personne, à titre aussi de l'entreprise et de la société. Moi, je vois qu'il y a quelques personnes de mon équipe qui sont venues, des jeunes qui sont venus de mon équipe. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de voir des étudiants qui sortent de l'EPFL et qui postulent chez moi. Je me dis, c'est chouette. Et puis, je me dis, j'aimerais leur laisser cette entreprise après moi. Et puis, qui continuent, eux, à être des leaders inspirants, qui tractent d'autres jeunes, plutôt que d'avoir tous les jeunes qui partent aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour. Et puis, bien sûr, l'ultime cible qui est de travailler pour une cause inspirante. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, c'était tout simplement excellent. Donc, il y a des micros dans la salle pour ceux qui veulent poser des questions. Donc, en attendant que ces questions se préparent, j'en en aurai en tout cas une. Donc, si j'essaye de résumer ce que j'ai compris, nous allons dans le mur à cause de la crise énergétique. Première observation que je comprends. La deuxième, c'est que le moyen de s'en sortir, c'est soit on multiplie par 20 la grande distance, qui est le barrage le plus massif d'Europe, ce qui semble irréalisable, ouais. Soit on forme des informaticiens, on investit dans le département d'informatique, on va faire des études en informatique. Est-ce que c'est juste ? Partiellement. Non, c'est partiellement juste. Non, bien sûr, au niveau technologique, il n'y a pas que l'informatique. Comme je disais, il y a toutes les recherches. Hein, donc, le PFL contribue énormément à tout ce qui est les recherches autour des matériaux, l'architecture aussi. Hein, donc, il y a une vraie révolution qui est en train de se préparer sur comment on repense les matériaux qu'on utilise pour les bâtiments, pour les maisons, qu'on s'éloigne un peu du tout béton. Donc il y a énormément de recherches qui sont faites là, et puis bien sûr les énergies renouvelables. Et bien sûr, tout ça doit être piloté. Et c'est là que l'informatique a un rôle fondamental. Donc j'appelle ceux qui veulent poser des questions à Jean-Pierre. Parfait. Merci infiniment pour ce témoignage. Je pense que c'est effectivement très important qu'on ait cet échange, parce que souvent les académiques parlent avec les académiques en interne, et là, je pense que ça donne une ouverture qui est extrêmement bienvenue. Ma question est par rapport à la perception justement de cette transition énergétique et le fait que le diable est dans les détails. Je fais part ici d'un
d'une expérience personnelle. Donc j'ai une petite maison ici dans les environs que j'essaye de rénover énergétiquement. Et c'est un effort immense. Donc il faut savoir, donc s'il faut être solide nerveusement, et je dirais même un petit peu économiquement, pour arriver à effectivement mener à bien ce genre de projet. Et je pense qu'on est encore loin de ce qu'il faudrait avoir comme processus pour réaliser ceci. Exemple précis, dans la commune où je suis, la réglementation a évolué, et donc la maison dans laquelle j'habite n'est plus tout à fait en norme par rapport à la distance à la ruelle qui se trouve là. On met un isolant périphérique, donc on aggrave de 14 cm cette violation de législation communale. Ça, c'est 6 mois de paperasse. Voilà. Alors c'est ça la transition énergétique en réalité. Donc il y a le côté modélisation, des nouveaux matériaux, la nouvelle architecture, etc. Mais après, il y a l'évolution du parc. On est dans un pays où on construit de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de terrain disponible. Et il faut faire évoluer le parc existant. Et là, je pense qu'on y est, mais vraiment pas du tout en termes de processus. On pourrait automatiser l'ensemble de ces trucs-là au niveau de la prise de décision, etc. Mais avec, en plus, le cantonalisme, les décisions qui se répartissent entre la commune et le canton, c'est un casse-tête administratif qui est gigantesque. Je voulais voir, du point de vue globalement, comment est-ce qu'une entreprise comme la Romande Énergie, dont ce n'est pas forcément la mission, évidemment, de coordonner les communes et les cantons, mais quand même, est-ce qu'il y a une véritable est-ce qu'il y a une connaissance, une conscience de l'effort que l'on demande à la population et aux petits propriétaires, etc., pour faire ceci? Deuxième exemple, je ne vais pas être trop long, c'est les prises pour charger des voitures électriques dans les immeubles. C'est des gens avec lesquels je parle. Donc les locataires demandent aux propriétaires, à la gérance, etc. La gérance dit non, ça ne nous intéresse pas. Ça représente un investissement, on ne va pas arriver à vous facturer ça, donc on ne le fait pas. Voilà, pof. Et donc je pense qu'on parle de transition énergétique, on est tous d'accord qu'il faut le faire, mais dans la réalité, ça va être un cheminement long et douloureux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Je pense que tout ce que vous avez dit est totalement juste et pertinent. Je pense, bien sûr, on peut parler des matériaux, on peut parler de repenser l'architecture des maisons, repenser l'urbanisme des villes et des quartiers. On peut parler d'optimiser avec du digital, mais ça suffira jamais. Il doit y avoir une prise de conscience, il doit y avoir une facilitation de la législation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre aussi problème que vous n'avez pas mentionné, c'est le manque de main-d'œuvre pour faire tout ça. Donc, si dans la position de Romande Énergie, donc nous, on est totalement conscients. Donc, dans nos axes stratégiques, il y a l'axe stratégique de l'assainissement de l'immobilier, qui est un vrai axe stratégique. Donc, comment on va faire pour assainir tous ces parcs immobiliers, surtout que la législation va devenir petit à petit plus intrusif et plus coercitif. Donc oui, et puis il y a, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie un peu globale où d'un côté on dit oui, il y a un problème, mais s'il vous plaît, si vous pouvez régler ça sans qu'il y ait d'éoliennes qui me gâchent la vue et sans que mon voisin y mette des panneaux solaires, parce que moi, quand je me lève le matin, ça me dérange les panneaux solaires. Donc oui, je pense qu'on est face à une injonction qui est un peu schizophrénienne, mais je pense qu'on va y arriver parce qu'à un moment donné, il va y avoir un problème systémique. Et je pense que le jour où les gens prendront aussi conscience que ça a un impact sur l'économie, ils en ont déjà pris conscience, parce que dans le graphique que je vous ai montré, quand le prix du mégawatt, il touche 1 000 €, là, vous touchez tout le monde. Et là, et c'est pour ça que la loi du Manterlas, elle se durcit. Donc, je pense qu'il y a des mouvements qui se passent, il y a des signaux qui sont positifs, mais je suis d'accord avec vous, il y a encore beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Merci. Je vous en prie. Heureusement que les lois ont toute chance d'évoluer dans les 5 ans, puisque nous venons d'apprendre qu'elles ne sont pas en accord avec
les droits humains. Je m'appelle Sacha Nick et j'ai fait la recherche sur la sobriété ici à l'EPFL, donc merci beaucoup, très intéressant et bravo pour ce que vous faites. Alors j'ai une suggestion et une question. Suggestion de reposer le problème différemment. Finalement, ce n'est pas une question d'avoir 90 TWh d'électricité, ça c'est une projection comme une autre. C'est plus combien nous pouvons générer dans de bonnes conditions et comment on doit s'organiser pour bien vivre avec. Donc, plutôt suggestion de reposer le problème dans l'autre sens. Et puis la question, toute cette connaissance informatique, capteurs, traitements, etc., toute cette intelligence autour du système énergétique nous permettent d'aller plus vite vers les objectifs qu'on se pose, qu'on se donne. Aujourd'hui, ces objectifs sont négatifs. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes dans la société. Il y a les objectifs de consommation, d'accumulation de capital, toutes ces choses-là qui créent tous ces problèmes que nous connaissons. Donc, plus d'intelligence nous aidera à mieux atteindre les mauvais objectifs qu'on s'est déjà fixés collectivement. Donc, est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas arrêter tout investissement dans l'informatique tant qu'on n'a pas bien orienté la société et après investir? Alors, c'est un peu rhétorique en question, bien sûr, mais comment vous pensez de cette problématique-là? Alors, moi, Je peux commencer par dire très mauvaise question. Je reconnais Rachid. Non, aucune question n'est mauvaise. Non, mais moi je pense que la question, elle est pertinente parce qu'il ne faut pas non plus être hypocrite. Le digital est aussi créateur d'émissions CO2, le streaming, les shorts, Instagram et j'en passe. C'est des plaies écologiques, tout ça. Mais moi, si vous voulez, ma position par rapport à ça, elle est toujours la même. C'est pas la technologie qui est un problème, c'est l'usage dont vous en faites. Je pense que personne ne va dire je veux pas de l'IA, j'ai une suspicion de cancer, non mais je veux surtout pas utiliser de l'IA pour me détecter si j'ai une tumeur, parce que moi je veux pas de technologie. Donc je suis d'accord avec vous, il faut être plus challengeant par rapport à où est-ce que c'est utilisé. Et puis effectivement, si on peut ne pas contribuer à la course, à la surconsommation, bien sûr. Alors, il y a encore plusieurs questions. Je vais vous suggérer d'être un petit peu concis pour que tout le monde puisse les poser d'ici 19h. Je vous en prie. Pas de souci. Ma question, je pense, va être assez simple. Effectivement, je suis d'accord avec votre point de vue. Il faut décarboner un maximum notre énergie. Moi, j'aimerais revenir sur la définition du problème. Vous nous dites il faut décarboner parce que notre problème principal, c'est finalement le réchauffement climatique et le fait qu'on émette trop de CO2. Moi, je voulais vous poser la question, qu'en est-il des autres limites planétaires ? De l'utilisation du sol, de la pollution de l'eau, de la pollution atmosphérique. Toutes ces limites-là, est-ce que vous n'avez pas peur d'aggraver leur situation, finalement, en voulant décarboner? En voulant décarboner. Alors, en voulant décarboner, on aggraverait les limites, l'utilisation des limites planétaires. Je réfléchis. Je pense qu'on peut aggraver les limites planétaires, bien sûr, en fabriquant plus d'ordinateurs, plus de serveurs. C'est évident, il y a quand même un lien, ça c'est sûr. Maintenant, moi, à mon niveau, je ne vois pas comment on pourrait adresser aujourd'hui ce problème. Enfin, aujourd'hui, vous avez des smart meters, vous voulez contrôler l'énergie, vous voulez écrêter, vous voulez gérer la flexibilité, vous ne voulez pas déstabiliser le réseau. J'ai envie de dire, il faut trouver des moyens. Aujourd'hui, si tout le monde se met à refouler de l'énergie à midi, vous faites tomber votre réseau. Donc l'impact, il est systémique au niveau de la société. Donc j'ai un peu envie de dire que c'est la même réponse. C'est une question de trouver la juste mesure entre les deux problèmes. Alors, il y a encore 3 personnes qui attendent derrière, je suis désolé. Et il nous reste 5 minutes en tout pour les 3 questions et les réponses. Donc essayez d'être encore plus concis. Sinon, vous n'avez pas le temps de poser la question ici. Je pense que Mme Garbinato sera encore avec nous un petit moment derrière la scène. Je vous en prie.
Je vais faire le plus vite possible. Je suis très heureux de vous entendre parler parce que je pense qu'effectivement l'énergie est un sujet central et trop peu discuté. Parce que l'énergie, sa définition, c'est la capacité de transformer son environnement. Et sans énergie, il n'y a pas d'activité humaine du tout qui soit possible. Du coup, quand je vois les graphiques de vos prédictions, alors qui ne sont pas vos prédictions, j'entends bien, mais d'un accroissement de la production énergétique, donc un accroissement de la demande, ce que j'entends, c'est plus de transformation de l'environnement, donc plus d'impact sur cet environnement, que ce soit différentes limites planétaires qui viennent d'être mentionnées. Donc ma question est un peu dans le sens de celle d'avant, mais comment, en tant que producteur d'énergie, vous pouvez réfléchir non seulement à la partie diminution de la pollution, mais au-delà des problématiques d'optimisation qui sont sensibles à l'effet rebond, comment discuter des valeurs et de ce qu'on fait de cette énergie. Comment vous pouvez prendre part à ce débat-là? Alors moi, j'ai envie de retourner la question à la société. Je ne pense pas que ça, c'est la responsabilité d'un énergéticien est là pour fournir de l'énergie. Maintenant, l'usage qu'en fait la société, ça ne peut pas être la responsabilité de l'énergéticien. C'est un problème de société et d'éthique commune. C'est qu'est-ce que nous, collectivement, en tant que société, on décide de faire ou de ne pas faire. Donc ça ne peut pas être la responsabilité uniquement de Romans d'énergie. On peut sensibiliser parce qu'on est des experts, etc. Mais ça, c'est des choix de société. Le Black Friday, ce n'est pas nous qui le décrétons. Pourtant, c'est un phénomène catastrophique écologiquement. Merci. Encore plus concis, si vous pouvez. Je vais faire vite parce que je suis informaticien. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le mot disruption, mais je ne le vois pas beaucoup dans votre présentation. Et je suis en Suisse depuis 35 ans. Je me dis, les choses vont tellement lentement parfois qu'on attend peut-être un Elon Musk pour qu'il vienne bouleverser ce milieu. Parce que ce que je me pose comme question, j'ai aussi installé de l'énergie chez moi. Ça m'a demandé presque 2 ans avant que je puisse l'installer. Donc c'est lent. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de tu dois respecter la distance à ton voisin. Et c'est trop compliqué. Et les panneaux solaires, c'est encore autre chose. Je me pose vraiment la question si la recherche aussi avance bien, parce qu'en fait, l'énergie, c'est un bien qui nous vient du soleil. Pourquoi vous avez peur à midi? Que fait la recherche dans ce domaine-là? J'aimerais savoir. Alors, oui, alors moi, ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas présenté ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit que ce que je présente là, nous sommes capables aujourd'hui de l'adresser. Je pense qu'effectivement, si Elon Musk venait, il serait plus outillé que nous. Ça, je pense qu'on est nombreux à y croire. Maintenant, moi, ce que je vous ai partagé, c'est qu'effectivement, la chaîne de valeur est potentiellement disruptable et elle est disruptée. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les bonnes réponses ou pas? Je suis d'accord que nos réponses sont encore très faibles. Donc, de ce point de vue-là, je vous rejoins. Alors, la dernière question officielle, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pourrez toujours poser des questions pendant l'apéritif. Je vous en prie, madame. Très bien, j'ai un petit peu de pression à faire très vite. Alors, j'avais une question sur le leadership. Oui. Vous avez mentionné que c'était un point clé, la culture d'entreprise, pour ces changements. Et je voulais vous poser une question un peu personnelle. Le courage que vous avez mentionné comme valeur fondamentale, est-ce que vous avez eu un exemple personnel où vous avez dû être spécialement courageuse? Oui. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit, très honnêtement. Je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Je suis quelqu'un d'une très grande sensibilité et j'ai dû licencier des personnes. C'est terrible pour moi. Chaque fois que je le fais, c'est un acte terrible pour moi. Et chaque fois que je le fais, je puise ma force dans le fait que de ne pas le faire, c'est pas protéger mon équipe, c'est de ne pas être à la hauteur de la confiance qu'on me donne. Et même si c'est un acte qui est extrêmement coûteux émotionnellement pour moi, eh ben je le fais. Et après, je peux passer 4 heures à pleurer parce que j'ai fait du mal quand même, j'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai fait quand même du mal, même après, si on peut discuter de cette notion de mal, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais j'ai changé la trajectoire, j'ai eu ce pouvoir de changer la trajectoire de quelqu'un. Et oui, et moi, à titre personnel, ça me demande du courage, beaucoup de courage.
Merci pour votre honnêteté. Alors, sur cette note très émouvante et très personnelle, il est 19h. La consigne que j'avais reçue, c'était qu'on arrête la session officielle à 19h. Mission accomplie. Merci beaucoup, Madame Garbinato, d'être avec nous ce soir. Merci. Et je ne sais pas si... On peut passer à l'apéritif. Si vous avez encore des questions, je pense que Madame Garbinato se fera un plaisir d'y répondre. Merci encore d'être venue. À l'EPF.